Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage de Master 2 donc, sur l'étude des aménagements viables à l'échelle du massif forestier de Retz. Et donc, ah oui. Et donc, la forêt, c'est un système complexe. C'est un système complexe qui est hiérarchisé et c'est un système complexe socio-écologique. Et donc, on retrouve plusieurs systèmes dans la forêt. On retrouve des systèmes sociaux comme les utilisateurs, par exemple les promeneurs qui font des activités de récréation, des riverains ou la filière bois. On retrouve un système de gouvernance avec les gestionnaires et les propriétaires de la forêt. Et ensuite, on retrouve le système ressources, qui est le massif forestier. Et dans le système ressources, on retrouve plusieurs sous-systèmes, qui sont les peuplements. Et dans chacun des peuplements, on retrouve des unités de ressources, qui sont les arbres. Et dans le cadre de mon stage, je vais m'intéresser à l'échelle du massif forestier, donc du système ressources, qui est composé de plusieurs sous-systèmes, donc plusieurs peuplements. Et donc la forêt, c'est un système complexe qui est géré. Et donc, en gestion des forêts, les gestionnaires, ils vont réaliser des interventions pour répondre à certains objectifs. Et la modélisation en sens naturel avec des outils d'aide à la décision, ça peut permettre justement du coup d'aider à la décision et à la planification de la gestion des forêts. Et dans le cadre de mon stage, j'utilise un modèle mécaniste forestier qui est combiné à la théorie du contrôle viable. Et donc, la théorie du contrôle viable ou la théorie de la viabilité, ça lie deux choses, ça lie un système dynamique avec des contraintes. Et donc, du coup, ce qu'on va appeler une trajectoire viable, c'est une trajectoire qui respecte les contraintes au cours du temps. Et du coup, dans ce cas-là, ça peut être des contraintes de prélèvement de bois, biodiversité, esthétique, etc. Et du coup, cette méthode, elle a déjà été utilisée dans les stages, dans deux stages précédents, et elle est utilisée dans la thèse d'Alice Roy à l'échelle d'un peuplement. Et moi, du coup, l'objectif de mon stage, c'est une gestion durable multifonctionnelle, mais à l'échelle du massif. Et donc de voir quels aménagements sont viables à l'échelle du massif forestier de Retz. Et donc, du coup, le massif forestier de Retz, c'est une forêt domaniale, donc du coup, qui est gérée par l'ONF dans l'Aisne et l'Oise. C'est une forêt qui a 13 000 hectares et qui est composée de plus de 2000 peuplements. Et c'est la première hêtraie de France avec 47% de hêtres et 17% de chênes sessiles. Et donc, du coup, il y a un arrêté d'aménagement qui a été établi entre 2013 et 2032, avec comme objectif donc, une gestion durable multifonctionnelle de la forêt pour gérer les trois fonctions principales de la forêt. Donc, la fonction de production de bois qui est prioritaire, mais aussi la fonction de protection de biodiversité et accueil du public. Donc, pour la fonction de production de bois, du coup, il faut savoir qu'il y a plus de 98% de la surface boisée de la forêt qui est liée à la sylviculture. Et si on compare par rapport à la moyenne française, au niveau de la production de bois, donc l'accroissement, on est à 8 à 9 mètres cubes par hectare par an, contrairement à 5,4 mètres cubes par hectare par an en 2024. Et au niveau du prélèvement de bois, on est à 8 mètres cubes par hectare par an dans la forêt de Retz, contrairement à 3,3 en France en 2024. Ensuite, la deuxième fonction, c'est la fonction de protection de biodiversité. Il y a différentes zones de conservation dans la forêt, dont des sites Natura 2000 ou des zones de réserve biologique intégrale. Et enfin, la troisième fonction, c'est la fonction d'accueil du public. Et du coup, il y a des enjeux esthétiques dans la forêt parce qu'il y a des sentiers de randonnée, comme par exemple, il y a le GR11 qui traverse la forêt. Il y a aussi des routes importantes, comme la route nationale 2. Et la forêt, elle se trouve aux abords de monuments historiques, comme le parc du château de Villers-Cotterêts. Et enfin, il y a aussi des enjeux esthétiques sur les collines qui sont visibles de loin. Et donc, du coup, avec ces trois fonctions, j'ai j'ai mis en place trois indicateurs qui répondent du coup à trois objectifs de gestion différents. Donc le bois prélevé, avec l'objectif de couper à un niveau nécessaire pour être économiquement viable, avec un seuil minimal à 3,3 mètres cubes par hectare par an, qui est la moyenne française. Le bois mort sur pied, avec le maintien de gros arbres morts sur pied avec un diamètre à hauteur de supérieur à 37,5 cm, et donc avec plus de 3 par hectare par an. Et enfin, un indice de diversité structurelle, du coup, pour répondre à la fonction d'accueil du public, qui a un indice de pied-loup supérieur à 0,3. Et donc, du coup, dans le cadre de ce travail, j'ai défini un aménagement comme un type d'itinéraire sylvicole, donc un type de gestion sur chacun de mes peuplements. Et du coup, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un peu plus de 2000 peuplements, et la majorité de ces peuplements, ils sont en fuite irrégulière. Et donc, c'est sur ceci que je me suis focalisée dans la suite de ce travail. Et donc, du coup, la forêt, c'est un ensemble de peuplements, donc de 1968 peuplements. Et donc, du coup, ce qu'on va modéliser, c'est les peuplements. Et dans un peuplement, on a N arbres. Et les arbres, ils sont caractérisés par un diamètre
euh, à dBH, enfin à hauteur de 100, et par la proportion du houppier sur la taille. Et donc ça, c'est un massif forestier autanté. Et donc du coup, ces peuplements, je vais les modéliser avec un modèle mécanisme forestier qui s'appelle Forceps. C'est un modèle individu-centré qui a été développé par Xavier Morin et son équipe. Et du coup, il est centré sur l'individu. Et donc, il y a trois processus qui vont être modélisés, la croissance de l'arbre, la mortalité et l'établissement de nouveaux arbres. Et ces processus, ils vont être impactés, entre autres, par la compétition des arbres à la lumière et aussi par les conditions du site, comme les températures ou les précipitations. Et on va pouvoir venir perturber la dynamique du peuplement en venant couper des arbres. Et donc, dans le cadre de ce stage, j'ai décidé de mettre en place trois itinéraires. Donc, un itinéraire intensif avec coupe rase, où on extrait le bois mort les années de coupe, un itinéraire moyennement intensif sans coupe rase, et un itinéraire en évolution naturelle. Et sauf que, et du coup, l'objectif, c'est de trouver tous les aménagements qui sont viables, donc qui respectent les contraintes au cours du temps. Et donc l'objectif, c'est de trouver toutes les combinaisons d'itinéraires sylvicoles sur chacun des peuplements, tels que pour tous les temps où on veut regarder la viabilité, l'aménagement respecte les contraintes à l'échelle du massif. Donc là, par exemple, le bois prélevé, donc supérieur à 3,3 mètres cubes par hectare par an, le bois mort sur pied supérieur à 3 et l'indice de diversité structurelle supérieur à 0,3. Et sauf que, comme dans mon massif, enfin, il y a plus de 2000 peuplements dans le massif, et du coup, ça fait que, il y a plus de 3 puissance 2000 combinaisons possibles. Et c'est impossible de tester toutes les combinaisons possibles. Et donc, c'est pour ça que la solution qui a été choisie, c'est de regrouper les peuplements au temps initial en fonction de leur structure. Et donc, tous les peuplements qui vont avoir la même structure, ils vont suivre la même gestion. Et la méthode qu'on a utilisée, enfin que j'ai utilisée, c'est l'algorithme de Camins. Et les variables, c'est le diamètre, l'âge, la surface terrière, la proportion de naissance. Donc, ça veut dire que dans un cluster, les arbres, ils vont avoir plus ou moins le même diamètre, le même âge, la même surface terrière et la même proportion de naissance. Et donc du coup, ça permet de réduire la combinatoire et donc de passer de 3 puissance 2000 à 3 puissance 13 aménagements à tester. Et donc là, vous pouvez voir la répartition des clusters, donc des groupes de peuplement dans la forêt. Et ensuite, du coup, on peut calculer ces 3 puissance 13 aménagements et évaluer leur viabilité. Et là, du coup, c'est donc les trois indicateurs, les trois contraintes, et on peut voir qu'il y a un peu plus de 10 000 aménagements qui respectent toutes les contraintes, donc bois prélevé, de diversité structurelle ou de bois mort sur pied. Et on voit que, par exemple, pour le bois prélevé, il y a zéro aménagement qui respecte seulement cette contrainte-là. Contrairement au bois mort sur pied, où en tout, il y a quasiment enfin, il y a plus de 99% des aménagements qui respectent la contrainte de bois mort sur pied. Donc, du coup, elle est moins forte que le bois prélevé. Et du coup, ça se retrouve sur les itinéraires qui sont choisis. Parce que, donc, du coup, j'ai moins d'1% des aménagements totaux, donc de toutes les combinaisons qui sont viables. Et on retrouve que c'est principalement l'itinéraire 1, avec des coupes intensives, qui se retrouvent sur les aménagements qui sont viables. Et on voit que, par exemple, l'itinéraire 3 en évolution naturelle, il est très peu présent sur la majorité des aménagements qui sont viables. Et ensuite, on peut regarder la répartition des itinéraires en termes de surface du massif. Et donc, du coup, là, il y a l'itinéraire 1, 2 et 3. Et en gros, par exemple, si on regarde ici, ça veut dire qu'il y a 70% donc, de cet aménagement-là, 70% de la surface du massif qui est sur l'itinéraire 1, donc intensif, 25% sur l'itinéraire 2, donc un peu moins intensif, et 5% sur l'itinéraire 3. Et donc, on voit que dans la majorité des aménagements, c'est l'itinéraire 1 qui est en majorité sur les aménagements viables. Et enfin, on peut changer d'échelle et passer à l'échelle du peuplement et regarder comment ces différents indicateurs varient sur un peuplement. Et donc là, par exemple, on peut voir que le nombre de bois morts moyens sur pied, il varie en fonction des peuplements. Enfin, par exemple, ici, c'est proche de 30, alors qu'il y a des endroits où ça va être en dessous de 5 arbres morts sur pied de plus de 37,5 cm de diamètre. Et pour le bois prélevé, c'est pareil. Il y a des endroits où on atteint plus de 6 mètres cubes par hectare par an, alors qu'en moyenne dans la forêt, on est vers 4 mètres cubes par hectare par an sur les aménagements viables. Et, pareil, enfin, et pour l'indice de diversité, c'est la même chose. Il y a des endroits où on voit que c'est bleu foncé, donc il y a beaucoup de diversité, alors qu'il y a des endroits où il y a très peu de diversité sur le massif.
Et la production moyenne, donc l'accroissement, c'est un peu plus homogène sur le massif. Oui. Et du coup, ce travail, il s'inscrit dans un cadre, dans le développement d'un cadre méthodologique pour trouver des aménagements viables à l'échelle d'un massif forestier. Et du coup, je vais vous présenter quelques pistes en cours et quelques perspectives de ces résultats et de ce stage. Euh, du coup, c'est principalement au niveau des indicateurs et de comment est-ce que je pourrais les faire évoluer par la suite. Déjà, pour l'instant, toutes mes contraintes, elles sont à l'échelle du massif. Et alors que, par exemple, pour la contrainte de diversité structurelle ou la contrainte de biodiversité, c'est des contraintes qui sont plutôt à l'échelle du peuplement. Parce que, par exemple, j'ai certains endroits dans le massif du coup, qui sont classés Natura 2000 ou qui sont en évolution naturelle, et du coup, qui vont avoir une contrainte de biodiversité plus forte que les autres peuplements. Et c'est pareil pour la diversité structurelle, qui va se retrouver plutôt aux abords des routes ou sur les collines visibles de loin. Donc, du coup, il va y avoir une contrainte de diversité structurelle qui va être plus importante à certains endroits que d'autres. Et donc, une des pistes futures, c'est de passer les contraintes à l'échelle du peuplement plutôt qu'à l'échelle massif. Et pour l'indicateur de biodiversité, du coup, là, j'avais plus de 99% qui étaient viables pour cet indicateur-là. Donc, peut-être que je pourrais tester de mettre un seuil plus contraignant et pour avoir, euh, du coup, un indicateur de biodiversité qui serait, enfin, du coup, être plus performatif pour la biodiversité. Et enfin, pour le prélèvement de bois, du coup, dans la forêt de Retz, entre 1898 et 2012, on est au niveau de 8 mètres cubes par hectare par an. Et dans les aménagements viables, je me retrouve à 4 mètres cubes par hectare par an. Et au niveau de l'accroissement, c'est l'inverse. Dans la forêt de Retz, c'est autour de 0,72 mètres carrés par hectare par an. Et les aménagements, c'est autour d'1 mètre carré par hectare par an. Donc peut-être que je pourrais tester de changer mes itinéraires et d'avoir un itinéraire, un qui est peut-être plus intensif pour me rapprocher de ce qui se passe dans la forêt de Retz. Et enfin, j'ai pas testé, mais du coup, enfin, ce que je vais tester, vu que je suis à l'échelle du massif, je peux tester des indicateurs de diversité massifs, comme les indicateurs de diversité bêta, pour comparer la richesse spécifique entre les peuplements. Et enfin, à terme, l'objectif, c'est de tester d'autres scénarios de climat pour voir est-ce que, on retrouve le même type d'aménagement sous différents scénarios climatiques. Voilà. Merci pour votre attention. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas, Caroline est encore là, ou il est Ouais. déjà parti, peut-être. Bon, merci, c'était super intéressant. Voilà, tu as plein d'applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Luc. Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, très Ok. bien. Eh ben, merci, c'est très intéressant. Bon, pour les gens qui sont pas du domaine, c'est difficile à suivre parce qu'il y a plein de choses derrière, à mon avis. Enfin, je l'imagine. Du coup, moi, c'était juste pour des précisions un petit peu. Du coup, ce que tu appelles une trajectoire ou un itinéraire, d'ailleurs, je ne sais plus comment tu l'appelles, c'est Ouais. quelque chose à l'échelle de la parcelle. Tu nous as dit finalement coupe à blanc ou alors coupe pas à blanc, quoi, en gros. Mais et derrière, il y a quoi d'autre comme choix ou pas comme choix? C'est un itinéraire technique, ça peut être tellement variable, etc., que il y a plein de paramètres possibles et tout. Donc, j'ai pas bien compris en fait finalement ce que c'était que tes itinéraires. Quels sont les paramètres? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment tu les choisis? J'ai pas eu le temps de capter. Oui, mais c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Bah, du coup, tout se passe à l'échelle du peuplement. Enfin, mes actions de gestion, c'est à l'échelle d'un peuplement. Et du coup, un itinéraire, c'est une suite d'actions de gestion au cours du temps. Et j'ai dû me concentrer sur trois. Attends, je sais pas si... non. Bon, je sais pas si c'est... Mais du coup, je me suis concentrée sur trois itinéraires sylvicoles parce que pour tester trois itinéraires sylvicoles un peu représentatifs, parce que si j'augmentais le nombre d'itinéraires, enfin le nombre d'itinéraires sylvicoles, ça augmentait encore la combinatoire. Donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, on s'est concentré sur trois itinéraires, mais en soi, ils sont changeables et c'est possible de changer et de tester d'autres types d'actions, de suites d'actions de gestion. Du coup, un itinéraire sylvicole, c'est une suite d'actions de gestion au cours du temps. Et du coup, j'ai trois types de suites d'actions de gestion au cours du temps. Pour l'itinéraire 1, et les paramètres, c'est euh, la surface terrière restante après la coupe, le nombre d'essences objectives, la composition en essences objectives et le type de coupe. Est-ce que je coupe aléatoirement dans mon peuplement ou est-ce que je coupe les petits arbres ou les gros arbres?
Et là, du coup, et j'ai aussi enfin, la durée entre le temps d'intervention entre deux coupes. Et donc là, par exemple, pour l'itinéraire 1, c'est des coupes tous les 10 ans à partir du 30 ans de peuplement. Et ensuite, on coupe tous les 10 ans 30% de la surface terrière. Et quand on arrive au temps de rotation du peuplement, qui dépend en fonction de si l'essence dominante, c'est un résineux ou un feuillu, on fait une coupe rase dans cet itinéraire. Je sais pas Ok, si c'est... donc Ouais. si je comprends bien, tu as une demi-douzaine ou une dizaine de paramètres à choisir pour chacun de tes itinéraires, là, c'est ça? Bah, il y en a 5 ou 6 qu'on Ouais, peut ok. choisir, oui. Et du coup, ça, tu les as choisis, tu les as fixés a priori, c'est des choix que tu as fait a priori. Oui, c'est Tu as ça. regardé la sensibilité des résultats, ces paramètres ou... Non, j'ai pas regardé. Ce serait à faire, D'accord. ouais. Ok, d'accord. Et j'avais juste une deuxième question. La deuxième question, c'est la typologie initiale que tu fais de la forêt, là. Elle est basée, j'ai vu, sur l'âge, les diamètres, je sais plus Ouais, quoi. Mais ça, c'est des choses qui varient justement au cours de tes itinéraires. Donc, j'ai pas très bien ouais. compris pourquoi faire une typologie là-dessus. Euh, ouais. Je sais pas si le modèle, par exemple, prenait en compte des paramètres environnementaux, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Enfin, peut-être, il y a peut-être un indice de fertilité quelque part, je sais pas. Mais si c'était le cas, il vaudrait mieux avoir une typologie basée là-dessus, par exemple, sur les contraintes environnementales dans le massif. Ou pourquoi faire un clustering sur des paramètres qui sont ceux qui vont justement bouger au cours de l'itinéraire? Bah là, c'était dans un premier temps. Dans un premier temps, le choix, ça a été de faire l'hypothèse que du coup, tous les peuplements qui ont la même structure vont avoir la même gestion. Mais c'est vrai que du coup, dans la suite du stage, l'objectif, c'est de prendre en compte des contraintes à l'échelle du peuplement. Et du coup, effectivement, il y a certains peuplements qui, dans tous les cas, vont être, par exemple, sur une gestion en évolution naturelle ou avec très peu de coupes, parce qu'on sait qu'ils sont aux abords du Drou, enfin, qui sont, comment dire? Oui, qui sont, par exemple, je sais que, tous les peuplements qui sont dans la réserve biologique intégrale, ils vont être dans une gestion en évolution naturelle. Là, l'objectif, c'était de faire, dans un premier temps, de tester la méthode à l'échelle du massif. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là de regrouper les peuplements en fonction de la structure. Et après, je ne sais pas si ça aurait été possible de le faire en fonction, avec le modèle qu'on a, de faire en fonction du sol, enfin de faire en fonction des contraintes environnementales. Ouais. Ok, Ouais, en fait, l'idée, c'est que merci. Ouais. on doit diminuer la combinatoire de calcul et le choix a été de faire du clustering sur l'état initial, pas sur l'évolution du peuplement au cours du temps. Les clusters, ils changent pas. On se dit, l'état initial, c'est quelque chose qui influence énormément les choix de gestion. Et pour l'instant, on part de l'état initial et c'est ça qui va caractériser la gestion qu'on va décider de faire sur 100 ans et on remet pas en question ce choix qui a été fait initialement. Parce que ce qui nous intéresse dans le stage d'Elisa, c'est plutôt d'étudier la combinatoire spatiale que combiner d'actions de gestion qui forment l'itinéraire. Voilà, parce que cette partie-là n'a pas encore été explorée par les stages précédents et donc c'était cette partie-là du problème de l'aménagement sylvicole sur lequel on voulait faire un focus. Ok. Merci Marion. Je vois pas de main levée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Sinon, moi j'en ai une un peu dans la même direction que Jean-Luc. Pour la modélisation, il y a les trois caractères, donc biodiversité et la mortalité. Comment la mortalité? C'est déjà sur combien de temps la simulation s'est fait? Je ne pense pas que j'ai vu sur combien de temps toute la simulation s'est fait ou combien de générations d'arbres finalement C'est sur 100 ans, là. Donc c'est vrai que c'est une période assez courte. Enfin, assez courte. D'accord. Ouais. Et du coup, la mortalité, elle est paramétrisée comment? Parce qu'il faut des arbres morts, nombre d'arbres morts, je suppose, ça veut dire Ouais. on modélise la Bah, du coup, mortalité. oui. Bah, du coup, c'est un processus aléatoire. Et du coup, l'arbre, il va avoir une probabilité plus importante de mourir si, par exemple, il est en stress hydrique, si il n'a pas accès à suffisamment de lumière, parce que du coup, il se retrouve en dessous de la canopée. Euh, et du coup, en fonction des paramètres du site et en fonction de la compétition à la lumière, l'arbre il va avoir une probabilité plus ou moins importante de mourir. Ok. Voilà.
Mais du coup, vous avez sur les 100 ans simulé le climat qui varie, les sécheresses, du coup, quoi. Qu'est-ce qu'il est utilisé comme données, du coup, pour environnemental? Là, pour l'instant, c'est un scénario sur 100 ans qui reprend juste le climat actuel. Du coup, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de prise en compte d'un climat qui changerait dans les Qui prochaines années. change. Ouais. Ok. Ah bah, ok, c'est super. Et puis, et la biodiversité, du coup, elle varie comment? Elle varie dans le temps? Ou est-ce que c'est juste on commence avec un niveau de biodiversité et puis on le garde? Bah, du coup, la biodiversité n'est pas modélisée directement dans le modèle. Du coup, la seule chose qui est modélisée, du coup, enfin, ce qu'on peut avoir, c'est le nombre d'arbres morts. Et du coup, moi, je considère, enfin, je commence à regarder l'indice de biodiversité au bout de 20 ans, parce que je considère qu'au bout de 20 ans, il y aura eu un cycle d'arbres morts sur pied. Je sais pas si ça répond à la question. Mais du coup, il représente quoi, la biodiversité? Différentes espèces d'arbres, du coup? Ah oui, Parce que ok, oui. c'est un peu ça la Ah, question. c'est la question. Oui, ok. Ouais. Là, la biodiversité, c'est plus du coup pour le nombre d'arbres. Enfin, du coup, là, ce que j'ai regardé, c'est surtout la biodiversité pour les espèces saproxyliques qui sont inféodées dans les arbres morts. Mais j'ai pas du coup regardé la diversité en espèces. Et c'est quelque chose que je vais peut-être faire dans la suite de mon stage. Mais j'ai pas regardé la diversité en espèces. Ok. Ah bah, Jean-Luc. Merci beaucoup, Yves. Jean-Luc Non, a mais c'était relevé juste la main. pour compléter ta question, parce que justement, j'avais la même question un peu. Du coup, ce que tu appelles biodiversité, indice de Pielou, là, c'est Ouais. sur quoi? C'est sur les arbres ou c'est sur autre chose? Ah, ça, c'est la diversité structurelle. Du coup, Ok. c'est su- D'accord, ok. c'est sur C'est les classes. structurel, d'accord, ok. Et donc, Et oui. sur la biodiversité non structurelle, tu as des choses, enfin, de composition ou non. Du coup, tu n'as pas de contraintes dessus? Bah, du coup, j'ai juste mis une contrainte sur la diversité structurelle qui dépend du coup du nombre d'arbres dans chaque classe de diamètre. Ouais. Et sinon, après, du coup, la seule contrainte de biodiversité que j'ai, c'est le nombre de bois morts sur pied. Ouais, Sinon, c'est c'est quand même tout. des Ouais. trucs hyper, allez, on va dire réducteurs pour être sympa, mais dire que la biodiversité peut se résumer à la variété des diamètres et le nombre d'arbres morts, c'est quand même, on est loin du compte, quoi, hein. C'est à mon avis c'est une des choses qui reste extrêmement difficile à modéliser de toute façon. Donc bon, voilà, mais ça pose problème, quoi. Oui, c'est vrai. Ben, ça se rapproche, si je peux compléter. Parce que C'est peut-être l'assertion, la manière dont ça a été présenté qui donne l'impression que c'est exhaustif. L'indicateur se veut pas exhaustif, mais le bois mort, enfin, le bois mort sur pied, c'est un proxy pour les habitats sur une certaine biodiversité de communautés d'insectes. Et c'est un indicateur qui est déjà utilisé en gestion quand dans le martelage, ils te disent faut garder X bois mort ou arbre habitat à l'hectare. Et donc c'était un peu pour se rapprocher aussi de préconisations de gestion qui pourraient être faites ou qui existent déjà à l'ONF, parce que là on est quand même sur un massif qui est déjà géré par l'ONF. Et voilà, donc bah, t'as- mais je suis d'accord avec toi, c'est pas satisfaisant, mais Forceps, donc le modèle sur lequel on travaille, qui représente notre système, il n'est pas encore carrossé pour faire autre chose comme diversité. Mais il la y a quand même méthode, c'est juste un cas d'étude en fait. Donc on a testé avec l'état actuel du modèle, mais ça pourra évoluer, les objectifs de gestion pourront évoluer avec le modèle. ouais, parce que dans les objectifs de gestion pour la biodiversité, avant le bois mort, tu as quasiment la composition en essence, hein. C'est-à-dire que le choix de d'hétérogénéiser la composition en essence, par exemple. Eh ben ça, C'est- c'est l'indicateur bêta, la diversité bêta, mais c'est plutôt une diversification Non, mais même à à l'échelle du l'échelle du peuplement, massif. quoi. Ouais. Oui, 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 c'est vrai. oui, Bah, dans, la première consigne pour aujourd'hui pour les forestiers, avant même le bois mort, c'est d'augmenter la variété d'essence. C'est presque, enfin, en général, ça vient avant, oui. non? Et ça, je peux le prendre en compte dans le choix des itinéraires. Ok, mais tu l'as pas comme contrainte ou comme tu l'as pas comme c'est un choix que tu peux introduire dans ton modèle éventuellement. Ok, Bah, du coup, bah, en soi, je pourrais l'introduire comme une contrainte, d'avoir un certain nombre c'est d'espèces ça, ouais, minimum. ouais. Je pense que oui, ça pourrait se faire. Et là, pour l'instant, juste,
Je pars de l'état initial de la forêt. Et par Mhm. exemple, s'il y a les trois essences, par exemple, sur le terrain, les trois essences qui sont en proportion la plus importante dans le massif en 2012, bah, c'est ces trois espèces-là avec cette proportion-là que je mets comme essence et Mhm. proportion objectif. Mais c'est des choses qui pourraient être modifiées Mhm. et ça pourrait être pris en compte dans les contrats. Ok. Mm. Ok, merci. D'autres questions? Il y a quand même beaucoup de monde. Ben, je suppose que la main, je les verrai en haut. Encore quelques secondes de réflexion pour les uns les autres. Bah, c'est vrai que je suis preneuse de vos retours parce que, enfin, de voir qu'est-ce qui serait potentiellement améliorable et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être prendre en compte qu'on n'a pas pris en compte pour l'instant. Bon, il y a plus de questions. Bah, donc, merci beaucoup pour cet Après, exposé. Elisa, elle est là toute la semaine, donc si vous la croisez dans les couloirs et que vous voulez discuter avec, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Ok, elle est dans ton bureau, c'est ça? Bah, elle est Marion? dans mon bureau et demain, elle est à AgroParisTech. Comme ça permet de voir Ah, un peu tout le monde. ok, comme ça, tous les collègues peuvent voir. Pas un peu tout le monde, mais pas les gens de la fac. Désolée, on va pas aller jusque là-bas. Qui sont très occupés avec les jurys hein, en ce moment, de toute façon. Oui, et oui. Ok, bah merci beaucoup. Et puis, du coup, j'arrête et après, on verra un email pour ceux qui n'ont pas vu, qui peuvent regarder du coup l'enregistrement. Hop, je vais faire ça, stop recording.